Dans cette vidéo, je vous présente l'implémentation finale du contrôleur moderne pour mon orienteur d'antenne Tail Twister et je vais même vous montrer la rotation de mes antennes. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Cette vidéo est la troisième et dernière de la série de vidéos de réalisation d'un contrôleur moderne de rotor d'antenne Tail Twister. La boîte de contrôle d'origine de ce rotor est manuelle et analogique. J'ai donc pensé dans ce projet de moderniser le contrôle du rotor d'antenne. Donc microcontrôleur, écran couleur tactile, encodeur rotatif, etc. Vous n'avez pas visionné les deux premières vidéos de la série? Avant celle-ci, il faut les voir. Je vous recommande de le faire sans tarder. Je vous fournis un lien d'ailleurs dans la description ci-dessous. Comme toujours, le but de cette série n'est pas nécessairement de vous faire construire le même circuit, mais bien de vous montrer comment aborder un tel projet, comment résoudre les défis techniques auxquels on fait face et comment en faire une implémentation fonctionnelle et utile au final. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer l'implémentation finale de mon contrôleur dans son boîtier, aussi l'implémentation de la plaquette de relais dans le contrôleur d'origine. Je vais vous faire une démonstration du produit final avec même observation de la rotation des antennes au haut du pylône. Et je vais finalement faire un petit survol rapide du code source du Raspberry Pi Pico pilotant la solution. Alors, lançons-nous sans tarder. Voici donc l'assemblage final de la boîte. J'ai donc intégré la plaquette de circuit imprimé tout assemblée dans le boîtier, un boîtier métallique d'extrusion d'aluminium. Donc, c'est fait en deux morceaux. Vous ne voyez pas le deuxième morceau qui vient par-dessus, bien sûr. Et je lui ai mis des patins en dessous pour, bien sûr, dégager des vis. Les entretoises pour la plaquette sont en plastique. J'aurais même pu prendre des entretoises en métal, même si la plaquette doit avoir sa masse flottante. Vous avez vu qu'il y a du dégagement sur la plaquette pour les vis, mais quoi qu'il en soit, j'ai utilisé des entretoises en plastique. Et bon, j'ai fait les branchements avec l'arrière. Et ici, j'ai mis un DB9, c'est 9 fils évidemment. Je me sers des 9 fils que je pars de la plaquette ici, soudés, et que j'ai soudé sur un connecteur ici, un DB9, bien sûr. Et à l'arrière, il est disponible et c'est le mâle, DB9 mâle. Alors, j'ai couvert les trous inutiles. C'est une boîte de récupération et donc, on fallait s'attendre à ce qu'il y ait des trous qui soient inutiles et plutôt que de refaire une plaque, je me suis dit, vu que c'est l'arrière, il n'y a pas vraiment de critères d'esthétique. Ça sera à l'arrière et ça sera caché complètement dans ma console. J'ai mis beaucoup plus d'emphase sur la face avant. Je me suis fait une nouvelle plaque. J'ai gardé bien sûr le contour en plastique, mais je me suis refait une nouvelle plaque que j'ai peinte en noir à quelques couches et j'ai même mis une laque pour protéger la plaque. Une des raisons, c'est que c'est un écran tactile et bon, on risque de mettre nos doigts souvent à l'avant. J'ai utilisé des petites vis en plastique noir pour que ce soit plus discret. Et j'ai même peint les deux vis ici en métal pour que ça soit en effet moins évident. J'y ai ajouté l'encodeur rotatif, qui est un encodeur à pression. J'y ai pas fait de lettrage. Peut-être qu'éventuellement j'en ferai, mais comme tout se passe ici, à part ici, l'encodeur, il n'y a rien vraiment à identifier. Alors si on regarde de l'autre côté, à l'intérieur, on voit notre affichage ici et l'encodeur rotatif juste à côté. Et j'ai utilisé des câbles Dupont, les fameux câbles qu'on n'achète pas cher venant d'Asie. C'est ce que j'ai utilisé. Parfois, il y en a dont la qualité de la connexion est pas très bonne, mais j'ai été assez chanceux. Tous les fils que j'ai utilisés, qui forment les nappes, finalement, étaient de bonne qualité, de bonne facture, et donc ça me donne un bon contact pour les 14 signaux et les 5 ici pour l'encodeur dans le bas. Alors la plaquette elle-même, c'est sans surprise assez dégarni. Vous avez le Raspberry Pi Pico que j'ai monté sur un support, ce qui me permet de le retirer si je veux le reprogrammer. Pas nécessaire de me brancher sur le port USB, j'ai simplement à tirer, il s'enlève. Et bon, le LM324 sur support aussi, bien important, avec les résistances qui forment les diviseurs de tension vers l'ADC.
Au niveau là, des alimentations, ben, tout arrive ici sur le fameux connecteur DB9, filtrage et le convertisseur CC-CC Buck qui est ajusté à 5 volts et que j'ai soudé avec simplement 4 broches aux 4 coins sur la plaquette. Alors, c'est pas plus compliqué que ça en termes de montage. Ça donne un bon résultat, définitivement. Je suis content de l'allure que ça donne au final. Maintenant, tout ça sera connecté, sera branché à la boîte de contrôle traditionnelle avec ce câble que je me suis fabriqué moi-même. J'y ai même mis une ferrite clip-on qui se clipse pour mettre toutes les chances de notre côté, étant donné qu'on est dans un environnement radiofréquence. Je veux limiter le plus possible l'effet antenne des câbles. Donc, j'ai ajouté ceci pour essayer de tenter de bloquer là, les radiofréquences qui pourraient potentiellement entrer dans la boîte et déranger l'ADC, entre autres. Alors, ça, c'est le côté du contrôleur moderne, amélioré. Allons voir maintenant ce que j'ai fait dans la boîte traditionnelle. Du côté de l'implémentation à l'intérieur, la boîte de contrôle existante, bien, je vous avais dit là, que je mettrais la plupart de l'électronique sous la boîte, puisque le dessus était vraiment plein, trop plein. Alors, j'y ai fait un coin ici, j'ai contourné le fil d'alimentation. Ah, puis au passage, il n'y avait même pas de passe-fil. Hein. On sent que ça s'était cassé avec les années. Avant même que moi, je me procure cette boîte d'occasion, bien sûr, avec le routeur d'occasion. Alors, j'ai travaillé avec la lime pour poser un passe-fil. Maintenant, c'est beaucoup plus conforme, là, si on peut dire. Et donc, j'ai refait les connexions à l'intérieur. J'ai contourné effectivement la zone ici pour pouvoir y placer la plaquette de 4 relais. Bien sûr, je m'en sers seulement de 3. Le 4e est disponible un jour. Je l'ai quand même filé, ce 4e relais, sur le connecteur ici, au cas où j'aurais besoin d'un 4e relais pour faire quoi que ce soit à l'intérieur de la boîte. Là, on verra dans le futur. Alors, je suis venu chercher l'alimentation 27-28 volts là, directement à la sortie du transformateur après la diode de redressement et le condensateur de filtrage, ce que j'envoie bien sûr au connecteur ici, vers l'extérieur, vers la boîte de contrôle. Et bien, regardez, là, le connecteur, j'ai posé un connecteur classique, là, DB9, comme ceci, pour le travail de liaison, et ça va être bien correct. Et devinez ce qui m'a pris le plus de temps à faire. Le trou dans l'acier, c'est pas un trou rond, hein? Il a fallu que, encore une fois, que je travaille. J'ai travaillé presque, je vous dirais peut-être 45 minutes, 1 heure, juste pour faire les 3 trous, le trou principal et les 2 petits trous au total, là, pour juste installer le connecteur DB9. Je hais travailler dans l'acier. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Ben, je vous le dis à nouveau, je hais travailler dans l'acier. L'aluminium, c'est comme du beurre par rapport à cela. Alors, j'ai fait les connexions nécessaires pour contrôler ici les 4 relais en amenant le 5 volts, bien sûr, vers la plaquette de relais. Et j'ai intercepté le potentiomètre, donc la tension maximale que le potentiomètre peut avoir comme référence dans l'ADC. Et aussi le châssis, donc la mise à la terre, qui, bien sûr, parce que notre système est du côté flottant, bien, la mise à la terre, c'est aussi le curseur du potentiomètre. Alors, j'ai simplement intercepté ici une mise au châssis que j'ai envoyé sur une broche et ça fait le curseur si vous voulez. J'ai gardé bien sûr la liaison ici éloignée autant que faire se peut, étant donné qu'il y a quand même assez d'interférences là. C'est du redressement simple et le filtrage est très moyen. Donc pour éviter du couplage, là, bon, dans la mesure du possible, j'ai gardé ça un petit peu plus loin ici, j'ai fait le contour. Au niveau des connexions des relais, je suis venu me brancher directement sur les 3 interrupteurs, ce qu'on appelle les micro-switch, ici. Et donc, je me suis soudé en parallèle avec les 3 micro-switch, sauf, comme vous avez vu dans le schéma, il a bien sûr fallu que je déconnecte un des fils que j'ai amené pour sens horaire et sens anti-horaire. J'ai amené ici sur les relais. Mais sinon, c'était simplement des liaisons directes jusqu'aux interrupteurs. Et j'ai dû allonger un fil ici, le fil brun, qui était pour le relais anti-horaire. Malheureusement, le fil brun était trop court, donc je l'ai allongé ici tout simplement.
Alors voilà, c'est l'essentiel des connexions internes. Et j'ai tout vérifié le fonctionnement sans rien de branché, et ça fonctionne bien, grâce au contournement créé par les relais en position repos. Et j'ai aussi opéré en amenant du 5 volts, j'ai opéré les relais, et tout fonctionnait bien ici à l'avant. Les LED se sont allumés, le frein a fonctionné aussi. Alors, tout est prêt du côté boîte de contrôle. Bon, alors voici venu le temps de la démonstration. D'abord, l'écran est en veille présentement, alors si je touche, il se rallume. J'ai mis un délai d'1 heure. Alors, je vous avais montré dans la deuxième vidéo qu'on peut entrer une direction qu'on veut atteindre n'importe quand. Par exemple, on peut aller à, je sais pas moi, 127 degrés. Et si on fait Go, ben, le système va partir. Et voilà, c'est parti. Alors, il va atteindre tout près de 127. En fait, il coupe le moteur avant d'arriver à 127, bien sûr, puisqu'il y a l'élan, vous allez voir. Et voilà. Et ça va être tout près de 127. Ça ne sera jamais exactement, tout simplement parce que c'est impossible, une fois qu'on coupe le moteur, d'avoir le contrôle exact pour arriver exactement au bon endroit. À quelques degrés près, c'est bien correct, mais on n'a pas le contrôle sur le ralentissement dû à l'inertie du rotor. Donc, on ne fera pas des petits allers-retours de 1 ou 2 degrés, ça ne vaut pas la peine avec le genre d'antenne qu'on utilise de toute façon. Alors ça, c'est la fonction, bien sûr, où on peut entrer. Bien sûr, si on rentre une valeur qui n'a pas de sens, l'écran tout de suite l'efface. On peut bien sûr... oh, j'ai fait une erreur. On peut faire Clear ici, CLR. Peut-être j'aurais pu écrire EFF en français, là. Alors ça, c'est les façons faciles. On peut faire un plus 15, moins 15. Par exemple, si je pèse un plus 15 ici, alors il va, bien sûr, arriver le plus près possible du 143 qui était le plus 15. Et il l'a fait très bien. Alors, il reste aussi, bien sûr, le fonctionnement avec l'encodeur rotatif. Une fois qu'on a choisi la position qu'on désire, ben, on appuie ici et c'est parti. Le système va se rendre jusqu'à 240, graduellement, bien sûr. Et vous avez vu qu'il y a un délai, bien sûr. Lorsqu'on va arriver proche, on tombe en délai d'inertie où le moteur coupe. Voilà, mais le frein n'est pas engagé. Là, le frein vient de s'engager. Donc, on laisse le soin au système de se stabiliser. Et je vais augmenter ce délai-là encore. Je trouve qu'il est un peu serré. Il n'y a aucune raison d'enclencher le frein en haut. Au bout de 2 ou 3 secondes, on peut attendre 10 secondes si on veut. C'est juste que le vent, s'il vente très fort, pourrait faire bouger l'antenne dans l'intervalle, mais c'est plutôt rare. Alors voilà, ça c'est le fonctionnement essentiel. Et bien sûr, si je viens sur la boîte ici, je vais le faire avec l'autre main pour que vous puissiez voir, je peux bien sûr opérer les contrôles manuellement sans aucune difficulté. Et le système fonctionne. Vous avez vu que la LED s'allume juste ici en bas. Et même chose pour l'autre côté. Je ne sais pas si vous allez le voir. Quoi qu'il en soit, les LED s'allument aussi au même titre que dans le passé, lorsqu'il n'y avait pas de boîte de contrôle. Alors, contrôle manuel et contrôle automatique, les deux en simultané, sans difficulté. Alors voilà, je considère que j'ai atteint mon objectif. C'est très fonctionnel. Il y a peut-être encore quelques petits bugs avec l'interface que je vais découvrir avec le temps. Mais pour moi, c'est facile de faire une correction et de programmer un nouveau Raspberry Pi Pico ou de le mettre dans la boîte tout simplement. Mais sinon, le projet est essentiellement complété. Faisons un survol rapide du code source. Je ne vais que souligner certains points importants, des faits saillants dans le code. Je ne vais pas faire un parcours complet. Alors, la première des choses, pour la partie affichage, j'utilise les bibliothèques Adafruit, la ILI 9341 et la GFX. Et pour la partie tactile, j'utilise la bibliothèque XPT 2046 Touchscreen. Ça, c'est les librairies que j'ai importées. Pour le reste, c'est du standard. Maintenant, une autre décision que j'ai prise, dans la vidéo numéro 1, j'avais mentionné que je n'utiliserais vraisemblablement pas les 2 cœurs du Raspberry Pi Pico. Eh bien, je me suis ravisé, j'utilise les 2 cœurs. Le premier cœur, c'est pour toute la fonctionnalité, sauf la lecture de l'ADC. Ça, je l'ai envoyé au 2e cœur, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes.
Alors, dans Arduino IDE, pour définir le code qui va rouler sur un cœur et sur l'autre cœur du Raspberry Pi Pico, on définit des fonctions setup pour le premier cœur et setup1 pour le deuxième cœur. Ça va tout de suite envoyer la fonction setup1 sur le deuxième cœur. Et pour les boucles, c'est loop et, sans surprise, loop 1. Alors ça, c'est la ségrégation vraiment de ce qui roule sur les deux cœurs. Pourquoi j'ai séparé la fonction lecture de l'ADC? Bien, c'est que je me suis aperçu dans les premiers essais qu'il y avait énormément de bruit de secteur qui était couplé sur l'ADC. Sans surprise, je vous avais mentionné que le fait que la masse était un signal partagé qui transportait aussi la lecture du curseur du potentiomètre, eh bien, j'ai vite constaté un bruit énorme qui, lorsque le frein était retiré, donc la cale retirée, donc le solénoïde du frein était activé, c'est là que la lecture de position se déplaçait complètement, mais complètement à côté. Et j'ai vite compris que c'était effectivement du secteur, du bruit de secteur qui se retrouvait sur l'ADC. Et là, ça bousillait tout complètement. Donc, j'ai dû penser à faire des calculs de moyenne. Et qui dit calcul de moyenne dit lecture sur une longue période. L'ADC du Raspberry Pi Pico, je crois bien, là, échantillonne à 500 kg échantillons par seconde, 500 000 échantillons par seconde. Mais si vous prenez 100 échantillons consécutifs l'un après l'autre, vous allez avoir seulement une fraction de seconde, ce qui ne donnera pas une moyenne du signal qui serait sur plusieurs cycles du secteur. Parce qu'en réalité, ce qu'on cherche à mesurer, c'est une tension CC sur laquelle se superpose un bruit de secteur. Alors, pour éliminer le bruit de secteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire plusieurs cycles équivalents là, du secteur et en dériver la moyenne, ce qui va nous donner finalement la tension CC. Et c'est ça que je fais ici. Et ça prend 200 millisecondes à chaque lecture. Donc, plutôt que d'utiliser des minuteries là, qui m'auraient permis, durant que la boucle principale fonctionne, de faire des lectures de façon consécutive, vu que j'avais deux cœurs, j'ai envoyé toute cette fonction sur le deuxième cœur. Et effectivement, le deuxième cœur fournit une lecture de la position à tous les 200 millisecondes, ce qui est suffisant, même lorsqu'on fait orienter, donc tourner l'antenne, c'est bien suffisant. C'est 5 lectures à la seconde. C'est suffisant pour atteindre la position et la résolution qu'on recherche. Donc, le deuxième cœur roule pendant 200 millisecondes avec des délais, parce que oui, j'ai mis un délai de 1 par exemple. Je prends 200 lectures avec un délai de 1 milliseconde entre chaque lecture, ce qui me donne la lecture du secteur sur 200 millisecondes. Et donc, c'est suffisant pour me donner une lecture CC indépendamment là, du bruit sur le secteur. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que c'est un peu critique. Il ne faut pas faire des lectures synchronisées avec la fréquence du secteur. Sinon, on va toujours lire au même endroit sur le secteur et ça va nous donner une tension qui est un petit peu erronée. Donc, en mesurant sur une longue période, avec un délai d'1 milliseconde entre chaque mesure, on mesure sur 200 millisecondes, on a suffisamment de cycles pour en dériver la lecture CC là, qui est la valeur moyenne finalement de notre signal. Alors ça fonctionne très très bien, ça a réglé tout mon problème et j'ai utilisé le deuxième cœur, pourquoi pas, on l'avait. Bon, maintenant, dans ma fonction Setup, j'initialise l'affichage pour un accès SPI à 24 MHz. C'est la vitesse maximale que le Raspberry Pi Pico peut utiliser pour accéder à l'affichage. Et c'est bien suffisant, mais il a fallu quand même que mon code source, je ne fasse pas un rafraîchissement, par exemple, de la position, là, en continu, parce qu'on finit par voir un clignotement des chiffres à l'écran. 24 MHz, c'est vite, mais c'est pas si vite lorsqu'il y a des centaines de pixels à mettre à jour pour des gros caractères, par exemple. Donc, je fais le rafraîchissement des chiffres à l'écran, de la boussole. Je ne fais des rafraîchissements que lorsque nécessaire. Sinon, je ne fais pas de rafraîchissement pour éviter de voir ces clignotements. Alors, j'ai appris là-dessus. Je ne croyais pas que je verrais des clignotements à ce point, mais oui, ça clignote. C'est peut-être, je sais pas vous dire, une fréquence de 10 Hz comme rafraîchissement, mais c'est suffisant pour voir ça constamment clignoter. Donc, on fait les changements que lorsque nécessaire à l'écran
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions du genre, est-ce que c'est nécessaire de faire le changement? Est-ce que le chiffre est le même que le chiffre précédent? Oui, on ne fait pas le changement. Est-ce que c'est un nouveau chiffre, par exemple, pour l'orientation? Un des 3 chiffres? Oui, alors là, à ce moment-là, je réécris le nouveau chiffre. Ce ne sont pas des rafraîchissements d'écran continus et complets constamment. Bon, maintenant, dans la partie de détection tactile, c'est beau de détecter la position d'un doigt, les coordonnées sur l'affichage, mais il faut en faire une moyenne parce que je me suis aperçu que même si on tenait notre doigt pesé, comme c'est résistif, les valeurs changeaient beaucoup. Et donc, il faut faire une moyenne des lectures pour en arriver à une position qui est assez juste et qui, par exemple, sur des petits boutons, va toujours donner un décodage de la position, donc du bon chiffre appuyé. Et donc ça, dans le code source, je le fais. L'autre chose qu'il faut faire aussi, c'est lorsqu'on appuie, tant qu'on tient le doigt appuyé, il faut attendre, faire une moyenne. Et lorsqu'on relâche, là, on fait l'action. Donc, on ne fait pas l'action dès qu'il y a une détection tactile. Il faut, si vous voulez, attendre que le doigt soit retiré. C'est la meilleure façon de faire une détection et on peut compter, puisqu'on a ici un Raspberry Pi Pico, on peut mettre des variables double. On peut compter très longtemps les lectures et une moyenne très longue avec des chiffres flottants avant qu'il y ait un problème de moyenne parce que le chiffre est rendu trop gros. Donc ça, ce n'est pas un problème, il faut vraiment faire une moyenne. Bon, autre chose, au niveau de l'encodeur, il y a une détente. Donc il y a des positions d'arrêt, d'écran d'arrêt sur l'encodeur. Mais malheureusement, l'encodeur envoie 2 changements pour chaque cran d'arrêt. Donc, dans le code source, si on définit des sauts de 5 degrés d'orientation sur 360 degrés pour l'orienteur d'antenne, si on définit des sauts de 5 degrés, en réalité, à la fin, au final, ce sera des sauts de 10 degrés puisque les points de détente de l'encodeur, finalement, c'est à tous les 2 incréments ou décréments. Il y a moyen d'atteindre les sauts de 5, mais il faut retenir l'encodeur pour qu'il s'arrête un peu au milieu entre 2 points, 2 crans. Et bon, donc, il a pesé à ce moment-là en s'assurant que ça reste là, que ça ne tourne pas naturellement vers les crans d'arrêt. Donc, ça là-dessus, c'est un petit peu agaçant. Il aurait peut-être fallu que je fasse des sauts, donc à tous les 2 sauts, je fais des sauts de 5 degrés. À ce moment-là, les sauts intermédiaires ne seraient pas considérés. Et là, ça me donnerait à la fin des sauts de 5 degrés. Sauf que d'encoder des sauts de 5 degrés sur 360 degrés, ça fait beaucoup de rotation. Et finalement, avec les antennes que j'avais, qui ne sont pas des antennes très longues et qui ont un faisceau très, très étroit, des incréments de 10 degrés, c'est bien suffisant pour l'orientation de mes antennes. Mais à prendre en considération si jamais vous avez des antennes très pointues, ces fameux encodeurs, ils envoient deux impulsions, si vous voulez, 2 changements de position pour chaque cran d'arrêt. Un peu agaçant. Bon, un autre petit commentaire avec ces affichages, ce n'est pas tout d'écrire des chiffres et d'en réécrire par-dessus. Il faut d'abord effacer ce qu'il y avait avant. Donc, le truc que j'ai pris, vu que mon fond est noir, c'est de peindre un carré noir par-dessus les anciens chiffres avant d'écrire les nouveaux chiffres. On ne peut pas simplement écrire les nouveaux chiffres par-dessus les anciens restent. Et donc, on devient rapidement plein de pixels et on ne lit plus facilement les chiffres. Donc, c'est toujours d'effacer, mais d'effacer seulement la zone où il y a les choses qu'on veut changer. Donc, on écrit un carré noir et par la suite, on écrit des chiffres de la couleur qu'on désire. Donc, ça allonge un peu le travail et il faut découvrir les largeurs et les coordonnées des carrés noirs qu'on veut mettre pour seulement effacer les bons éléments dans l'écran. Un autre commentaire, pour ceux qui débutent, ne savent peut-être pas, lorsqu'on écrit du code source, lorsque c'est extrêmement simple et ça ne cause pas d'ennui, on peut utiliser la fonction delay pour faire une pause. Mais ça gèle le code au complet, ça gèle l'exécution du code. Et ça peut être ennuyant lorsqu'on a plusieurs fonctions qui roulent en simultané. Et c'est le cas dans ce code source-ci. Alors, on utilise la fonction milli. La fonction milli retourne le nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis la mise sous tension du Raspberry Pi Pico. Alors, c'est une valeur unique qui nous permet de compter. Par exemple, si on veut compter pour 6 secondes, on n'a qu'à sauvegarder la valeur de départ de milli, lorsqu'on veut commencer à compter, et de monitorer en répétition dans notre boucle la valeur de milli.
et la comparer à la valeur qu'on a sauvegardée. Et lorsque ça atteint, par exemple, pour 6 secondes, ça va atteindre 6000, la différence entre les deux, bien, on sait qu'on aurait eu un délai de 6 secondes depuis qu'on a pris la dernière valeur. Alors ça s'imbrique très très bien dans le code et ça ne gèle pas le code. Bon petit truc à utiliser un peu partout, Mealy. Alors ça fait le tour des points saillants que je voulais mentionner. Vous pouvez bien sûr regarder le code source au complet pour comprendre un peu plus. J'ai mis des commentaires partout. Vous pourrez comprendre ce que je fais finalement dans mon code source. Alors bien sûr, tout ça est mis disponible. Bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu d'interférence par radiofréquence causant un dysfonctionnement du contrôleur. Mais je n'ai pas encore essayé toutes les fréquences et toutes les puissances d'émission. On verra bien avec le temps. Je suis bien satisfait du résultat. Il n'est pas dit que je ne changerai pas quelque chose, en particulier l'apparence des items à l'écran. C'est à l'usage que l'on découvre les améliorations potentielles qui rendent l'opération plus efficace. Je sais déjà que certains veulent reproduire ma solution sur leur propre orienteur d'antenne, qu'il soit de marque Hi-Gain ou de d'autres marques. Les rotors sur le marché fonctionnent à peu près tous sur le même principe et ont des caractéristiques similaires. Donc, avec un peu d'adaptation d'interface et du code source, cette solution sera applicable sur d'autres systèmes, j'en ai aucun doute. Je fournis donc tous les fichiers de conception matérielle et logicielle sur mon site web bidouilleur.ca. Il y a d'ailleurs un lien vers la page web de téléchargement dans la description ci-dessous. Bon, c'est tout pour cette série, mais pas pour la chaîne Électro-Bidouilleur. Abonnez-vous pour ne rien manquer et demeurez à l'écoute. Merci et à la prochaine!